Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses agitées de Definitely Maybe, le premier album d'Oasis. Bonjour. Oui, on va s'appuyer sur des extraits d'un documentaire YouTube qui raconte cette genèse. Exactement. L'idée, c'est de saisir l'énergie, les difficultés et l'impact qu'a eu cet album, à travers les mots de ceux qui l'ont fait. On est tout de suite mis dans l'ambiance des années 90. Hein. Ce sentiment un peu général que, bon, les choses allaient s'améliorer. Et au milieu de ça, Oasis, ou plutôt Noel Gallagher, avec une ambition folle dès le départ. Ah oui, complètement. Il cite Slade, T-Rex, les Beatles, les références sont posées, quoi. Pas de complexe. Et une confiance presque déconcertante, non? C'était pas si on réussit, mais quand on réussira. C'est ça. Il y avait cette urgence aussi apparemment pour sauver un peu leur label, Creation Records. Et Rock'n'Roll Star qui ouvre l'album, c'est la carte de visite directe. Ah bah oui, clairement. C'est un manifeste. Voilà qui on est. Ça définit tout de suite le truc. Et cette attitude, on la retrouve dans la façon d'écrire de Noël, très directe. Tout à fait. Il est super transparent sur ses influences. Les Beatles, les Stones, les Sex Pistols, il s'en cache pas. Même sur les thèmes, la picole, les drogues, le quotidien. Exactement. Et il revendique une simplicité, 3 accords, un pont, un refrain, c'est sa formule, quoi. C'est comme ça qu'arrivent des titres comme Live Forever. Le docu insiste sur son potentiel apparemment. Oui, ils ont tout de suite senti que c'était différent, une chanson qui pouvait toucher plus large. Et cette phrase « We see things that they'll never see ». Elle prend un sens particulier. La différence entre la démo acoustique et la version finale est énorme aussi. Ah oui, cette batterie qui arrive d'un coup, ça montre l'évolution du son. Puis t'as des trucs plus anecdotiques, presque. Comme Shaker Maker. Voilà, inspiré par une pub Cocayo, un jouet des années 70, et les paroles écrites à la dernière minute, dans la voiture en allant au studio apparemment. Incroyable. Et Supersonic, écrite en 30 minutes. Oui, parce qu'il galérait sur un autre titre, Bring It On Down, du coup, hop, Supersonic. Enregistré pour presque rien, 200 livres je crois, et succès immédiat. Un coup de bol ou de génie. Et il y a aussi Cigarettes and Alcohol. Là, l'influence T-Rex est assumée. Mais il y a aussi un côté un peu commentaire social sur l'Angleterre de l'époque, le chômage. Et Columbia, qui venait d'une démo, un son un peu à part. Oui, un peu plus différent de leurs influences habituelles. Ce qui est fou, c'est que Noël avait déjà plein de chansons prêtes. Peut-être même de quoi faire les 2 premiers albums. Hein. Ce qui rend l'histoire de l'enregistrement encore plus chaotique. 3 tentatives, c'est ça? Oui, 3 fois. La première session, à Mono-Valley, le son était trop propre, trop soft. Pas l'énergie du live. Ils étaient séparés physiquement dans le studio aussi, ça n'a pas dû aider? Non. Et puis il y a cette anecdote du tracteur, Ah oui. sous champignon pour aller voir les Stone Roses à Rockfield. Ça situe un peu l'ambiance. Voilà. Donc session abandonnée, malgré le coup. Et direction Sawmill Studio. Isolé, accessible par bateau, Conditions plus spartiates, ouais. un peu colo de vacances, d'après le docu. Mais là, changement d'approche. Enregistrement rapide, 5 jours. Et surtout, en configuration live. Tous dans la même pièce, micro ouvert, on laisse les sons baver les uns sur les autres. Le fameux leakage, Pour retrouver cette énergie brute, justement. c'est ça. Et c'est là qu'intervient Owen Morris pour le mixage final. C'est lui le grand artisan du son Oasis. Le fameux mur de son. Exactement. Compression à fond, mastering très fort, le brick walling, pour que ça sonne puissant et constant. Et il a fait ça sans le groupe. Oui, tout seul. Un choix radical qui a défini le son de l'album. C'est aussi à ce moment-là que le batteur Tony McCarroll a eu des soucis. Oui, des difficultés techniques, notamment sur Bring It On Down. Son style un peu punk était important pour ce premier album, mais bon, il a fini par partir. Malgré tout ce chaos, ces essais, ces changements, l'album sort et c'est un succès immédiat. La décennie 90. Et il faut pas oublier Liam, hein, Sa voix, sa présence. indissociable du son et de l'image d'Oasis, cette attitude sur scène immobile mais charismatique. Donc si on résume ce que raconte le documentaire, c'est une histoire d'ambition folle, de galère en studio, d'influence assumée et d'une énergie brute finalement capturée. Tout à fait. Et ça pose une question intéressante, je trouve. Ce processus chaotique, cette production parfois brute, ces influences très visibles, ça donne pourtant un album culte. Est-ce que ça veut dire que l'attitude, l'honnêteté, le moment capturé, c'est plus important que la perfection technique? Peut-être. Ou alors, comme dirait Noël, au final, c'est juste du rock'n'roll, quoi. C'est une bonne question à laisser en suspens.